Bien, nous allons essayer donc de nous intéresser à l'exercice présenté ici. Alors l'idée c'est que on considère une paille qu'on aurait pliée en deux avec une partie horizontale et une partie verticale ici. Et cette paille est plongée dans l'eau. Et si on se met à faire tourner la paille, on constate que donc on fait tourner la paille sur elle-même, d'accord, par rapport à un axe z à une vitesse angulaire oméga. Et on constate dans ce cas-là que le niveau d'eau monte dans la paille. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas si on est à l'arrêt. Si on est à l'arrêt, vous avez, bon, c'est pas très bien fait, mais je pense qu'on va comprendre l'idée. Si vous avez le système qui est au repos, d'accord, on sait qu'ici, par le principe des vases communicants, si vous voulez, le niveau est forcément le même parce que vous avez la pression P0 ici, et la pression dans l'air reste à P0 tout le long ici, et la pression à la surface ici sera P0, elle est également P0 ici, donc forcément les niveaux d'eau sont les mêmes. Voilà. Mais on constate que si on fait tourner le système autour de son axe vertical, il est possible que le niveau d'eau, il y a une déviation d'eau qui se forme jusqu'à une certaine hauteur B. Et l'idée c'est de déterminer cette hauteur D de montée d'eau. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer physiquement? C'est que lorsque le système est mis en rotation, alors on va se placer en régime permanent, j'insiste sur le fait peut-être qu'on attend que le régime permanent soit établi, donc on va supposer un régime permanent. Et l'idée c'est que lorsqu'on va mettre le système en rotation, alors c'est pas, il y a un effet centrifuge qui va en fait pousser les particules vers l'extérieur, et donc en fait vous allez avoir une dépression qui va se situer qu'on va essayer de déterminer d'ailleurs, une dépression qui va se situer dans la partie horizontale du tube. Et cette dépression, elle va entraîner la montée de l'eau dans le tuyau, comme si vous en fait aspiriez avec la paille. Donc voilà pour l'idée. Donc c'est l'idée physique. Maintenant, il faut essayer de déterminer précisément cette valeur de D. Alors, pour ceci, on va déjà essayer de trouver une équation pour déterminer la pression dans l'air au sein de la partie horizontale de la paille. Alors pour ceci, lorsque vous avez fait en cours la pression atmosphérique, vous avez fait un principe de la statique pour trouver l'équation de la statique d de P sur les Z égale moins ρ fois G. Ici, vu que le système est en rotation, on va appliquer non pas un principe de la statique, mais un principe de la dynamique, un principe fondamental de la dynamique, mais toujours à une tranche d'air, comme vous avez fait entre Z et Z plus Z. On va faire ici un principe fondamental de la dynamique pour une tranche d'air qui serait comprise, comme c'est indiqué ici, entre R et R plus dr, sur une section S. On suppose que la section ici de la paille est égale à S. Alors je considère ce petit élément que je peux assurer par exemple, et j'applique la deuxième loi de Newton, si vous voulez, pour ce petit élément qui est en rotation, d'accord, autour de l'axe UZ. Mais par contre, c'est qu'une rotation en bloc, parce qu'une fois qu'on est en régime permanent, tout le bloc là tourne à la vitesse angulaire oméga. Alors, bon, l'équation va s'écrire. Donc, vous avez un petit système qui a donc infinitésimal, qui a donc une masse infinitésimale, que je note delta m, fois son accélération égale la somme des forces. Et je projette ce résultat selon UR. Et donc si je projette selon UR, je peux déjà m'intéresser aux forces. Eh bien, finalement, donc il y aurait tout ce qui est le poids et la réaction du support, ça va agir verticalement. Et donc vous avez une certaine pression P en R ici, et vous avez une pression P en R plus dr ici. Comme on l'a expliqué, il y aura un déficit de pression dans la zone intérieure. Donc en termes de force de pression, vous avez cette force de pression qui va agir ici, qui va pousser le système, et cette force de pression qui retient le système. Donc si on écrit les forces, on va donc avoir la pression en R fois la section, moins la pression en R plus dr, fois la section. Ce qui peut se réécrire P en R, moins P en R plus dr, fois la section. Et ici, si on suppose, bien sûr, on va considérer un dr qui est très petit devant la longueur totale horizontale de la paille qui est appelée L. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assimiler la dérivée au taux d'accroissement. Il faut faire attention qu'ici, on fait début moins fin et pas fin moins début, c'est-à-dire qu'à
hein, quand vous avez, dans toute rigueur, vous avez f' de x0 qui est la limite de f de x0 plus epsilon moins f de x0 sur epsilon quand epsilon tend vers 0. Ici, l'idée c'est qu'on fait, vous voyez, on fait pas x0 plus epsilon moins f de x0, on fait dans le sens inverse, donc il y aura un signe moins qui va apparaître, et en fait, ce qui jouera le rôle de epsilon, ce sera dr, et simplement je confonds en fait hein, le taux d'accroissement avec je le confonds avec la dérivée, d'accord, à la limite où en fait dr sur L est très petit devant. Donc ça fait moins dp sur dr fois s. Voilà pour le résultat en bilan de force. Maintenant, on va s'intéresser à la partie accélération. Donc j'ai besoin de delta m, la petite masse, fois l'accélération radiale. Alors je projette radialement. Donc je vais continuer comme ça en allant vers la gauche. Delta m, c'est la masse dans ce petit système. Ce petit système a un certain volume. Son volume, c'est la longueur dr fois la section S. Et on va appeler ρ de l'air la masse volumique de l'air. Donc pour delta m, ça me fait ρ de l'air fois le petit volume SDR. Et il me reste maintenant à trouver la valeur de l'accélération radiale. Donc pour l'accélération radiale, une façon de faire, c'est de se rappeler l'expression de l'accélération en coordonnées cylindriques. La composante radiale de l'accélération en coordonnées cylindriques, c'est r point point moins r θ point carré. Ici, on est à r fixé, hein, donc le système tourne, mais en fait, il ne se déplace pas selon UR. Donc, on a juste du r θ point carré, on est à r fixé, d'accord. Et simplement, on sait que pour un mouvement de rotation uniforme, θ point, ce n'est rien d'autre que oméga. Et dans le cas ici, oméga, bien sûr, c'est aussi v sur r, la vitesse sur en fait, comme donc on peut écrire, on peut laisser juste θ point égale oméga et ça fait moins r oméga carré. D'accord? Donc finalement, si je combine ce résultat qui est ici avec celui-là, j'obtiens finalement que ρ de l'air fois s dr fois moins r oméga carré pour l'accélération radiale égale moins dp sur d de rs. Et on voit que dr doit toujours disparaître parce que dr c'est juste un élément infinitésimal de discrétisation que vous avez pris pour faire votre modèle, mais bien évidemment que le système lui-même se fiche de savoir comment vous avez découpé votre système. Donc ça doit disparaître à la fin, sinon c'est que votre système n'est pas cohérent. La section disparaît également. Et vous voyez que maintenant, si on simplifie par les moins également qui disparaissent, on obtient le résultat qui est ici. Donc la dérivée de la pression, du champ de pression, en fonction du rayon, c'est la masse volumique de l'air fois la distance r où on se place du petit élément fois la vitesse angulaire au carré. Donc on voit que cet effet sera d'autant plus fort qu'on va tourner vite. D'accord ? Ce sera un point important pour la suite. Voilà pour ce premier résultat. Et on note en particulier que la pression, la dérivée est positive, pardon, donc la pression est une fonction croissante, donc on retrouve bien l'idée qu'on aura une pression qui sera plus élevée en sortie qu'en entrée, ce qui va bien créer la dépression. Alors avant d'aller plus loin, pour intégrer cette équation, on va le faire dans un instant, mais avant cela, on va aussi, donc là on a trouvé, vous voyez, l'évolution du champ de pression dans l'air, il faut aussi trouver l'évolution du champ de pression dans l'eau, puis les relier. On a une partie dans l'air, une partie dans l'eau. Donc la deuxième étape, ça va être de s'intéresser au champ de pression dans l'eau avant de revenir à cette première équation. Alors pour le champ de pression dans l'eau, j'ai refait un petit schéma ici de la situation. Alors là, tout ça, c'est à l'arrêt parce que l'eau, là, vous êtes au centre de l'axe, donc au centre, ça ne tourne pas, d'accord. Et là, l'eau est à l'arrêt dans le bocal. Donc on est bien en hydrostatique, on est comme je l'indique ici au repos, et on est dans l'eau. Donc là, dans l'eau au repos, on peut appliquer la loi de l'hydrostatique. On peut l'appliquer complètement, mais on peut aller un peu plus vite. Ce qu'on constate, c'est que déjà, vous voyez, je fais bien un chemin pour bien montrer que c'est le principe. Donc on n'a pas le problème, hein, tout ça c'est ouvert, hein, ça serait faux si la paille était fermée en bas, d'accord. Donc on a bien déjà un chemin qui va de A à B', et vous voyez que A et B' sont à la même altitude dans l'eau. Donc forcément, je peux déjà écrire que P en A, c'est en fait P en B'. Car les deux altitudes sont égales. Plus, et d'autre part, eh bien, là c'est assez simple, vous avez de l'eau statique avec B qui est
une hauteur D au-dessus de B'. Donc là, on va faire le calcul intégralement, mais on peut simplement dire que forcément, la pression en B' est plus élevée qu'en B, et elle vaut forcément P en B', c'est P en B, plus ρ de l'eau, cette fois-ci, fois G fois D. D'accord? Et on peut aussi écrire que P de A, c'est P0. C'est la pression atmosphérique, parce que ici, voilà, on est dans l'air, et dans l'air, la pression, c'est P0. Donc vous voyez, P0 égale P de A, pression atmosphérique. P de A égale P de B', parce que je suis à la même hauteur dans l'eau statique. Et ensuite, P de B', la pression est plus élevée en B', elle est plus élevée de combien? De ρ de l'eau fois G fois la distance, fois la hauteur entre B et B'. D'accord. Donc finalement, si vous comparez ces deux expressions, vous les mettez en commun, vous trouvez l'expression de P de B en fonction de P0, qui était la deuxième expression demandée, enfin P de A valant P de B, P de A valant P de 0, et en combinant les deux relations, vous trouvez immédiatement que P dans B, c'est P de 0 moins ρ de l'eau, G fois D. Donc ça, c'est la deuxième relation. Alors avant de les combiner, bien sûr, il faut intégrer la première. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Maintenant, on va intégrer la première relation. Donc je vous rappelle la méthode, c'est comme dans l'exercice précédent. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une équation différentielle. Donc le plus simple dans ce cas-là, qui est cette équation relativement élémentaire, donc simplement, ça c'est P' de R, donc je connais la dérivée de P', qui est une fonction linéaire, donc il me suffit simplement d'intégrer, de dire que primitive de x c'est x carré sur 2 par exemple, et simplement je commence par faire une primitive sans me poser la question des conditions limites, donc je commence par une primitive, et je dis que ça fait donc P en R quelconque, c'est ρ de R, oméga carré, R carré, pardon, oméga carré sur 2, d'accord, plus une constante. Toujours ne jamais oublier la constante a priori. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est trouver la valeur de la constante. Alors, pour trouver la valeur de la constante, eh bien, je me reporte au schéma, et je vois qu'une fois que je suis sorti du dispositif, en R égale L+, eh bien, je suis à nouveau dans l'air qui, lui, est statique, et donc je suis à nouveau à P0. Donc là, je dois retrouver la pression statique de l'air. Donc P en R, L+, si vous voulez, ça doit être P0. Donc si j'applique la formule qui est là, ça me fait P0 égale donc P en R égale L. Je remplace R par sa valeur L, ρ de R, L carré, oméga carré sur 2 plus constante. Et j'en déduis que la constante vaut P0 moins ρ, et donc finalement, la constante vaut P0 moins ρ de l'air, L carré, oméga carré sur 2. Donc finalement, pour le champ de pression, P de R, je vais l'écrire en dessous parce que là, j'ai plus tellement de place, je pense. Donc je vais plutôt l'écrire ici. P de R, c'est donc égal, enfin P à la position R, ça fait donc ρ de l'air, R carré, oméga carré sur 2, et la constante, donc moins ρ de l'air, L carré, oméga carré sur 2, plus P0. Et moi, en fait, je veux la pression où? Eh bien, je souhaite trouver la pression à l'extrémité du tube, c'est-à-dire au point C ici. D'accord? Donc, en fait, ce point C, c'est pour R égale 0. Donc, maintenant que j'ai le champ de pression, quel que soit R, mais je n'ai besoin du champ de pression que pour P en C, c'est-à-dire P en R égale 0. Donc, je prends cette formule et je l'applique en petit r égale 0. D'accord? Donc, je prends ici 0 et j'obtiens le résultat qui est là, c'est-à-dire P0, la pression atmosphérique, moins ρ de l'air, oméga carré, L carré sur 2. Et on retrouve bien l'idée de la dépression, d'accord? La pression qui, au centre de la paille, est plus faible que la pression extérieure. Voilà, donc ça c'est la relation 1', c'est la relation 1 mais intégrée. Et maintenant je vais coupler aux autres relations pour terminer. Donc j'ai P en C qui vaut ceci. La relation 2 qu'on voit encore écrite ici, c'est P en B qui vaut P0, donc ça c'est la relation 2. Alors, on ne peut pas tout à fait finir encore parce que pour l'instant, vous voyez, j'ai P en C et P en B. P en C que j'aurais pu écrire simplement comme les autres P indice C. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, il me faut quand même relier P en C et P en B. Donc reportons-nous une dernière fois au schéma. Alors ici, pour passer de P
en C, en P, en B, c'est ici que ça se passe, d'accord? C'est ce trajet-là. Mais regardons bien maintenant. Certes, il y a une différence. Là, n'oublions pas qu'ici, l'air est au repos, on est au centre de la paille, donc en fait, quand vous faites en rotation, la partie centrale, bien sûr, est fixe, d'accord? Et vous êtes dans l'air. Donc autant dans l'eau, on a compté une différence de pression, parce qu'on sait que dans l'eau, la pression peut varier de façon très significative à l'échelle du mètre, voire de quelques dizaines de centimètres. Mais ici, dans l'air, vous êtes dans l'air statique. Or, on sait que dans l'air statique, d'après par exemple le cas de l'atmosphère isotherme, il faut des colonnes d'air de l'ordre de plusieurs kilomètres pour faire varier de façon significative la pression. Donc sur quelques centimètres, on suppose que la pression est uniforme, de même qu'on a supposé ici que la pression ici était la même que là, d'accord? Donc dans tout le laboratoire, pour l'air statique et au repos, vous n'avez pas de variation de pression verticale dans l'air, donc on peut assimiler la pression en C à la pression en B, parce qu'on est dans l'air au repos. Et donc je peux dire qu'ici, eh bien P en C, parce c'est dans l'air au repos. Et donc les deux pressions sont les mêmes. Voilà. Je compare maintenant les deux résultats. Donc finalement, je peux égaliser. Vous voyez que je peux dire que si je compare les deux résultats, vu que P en C, c'est P en B, je peux égaliser 1' et 2. Et si j'égalise 1' et 2, les P0 vont se simplifier, les moins vont se simplifier. Et j'obtiens simplement, bon, je peux l'écrire quand même, ça ne coûte pas grand-chose. J'aurai donc P0, donc ça va entraîner que P0 moins ρ de l'air oméga carré L carré sur 2 égale P0 moins ρ de l'eau fois G fois D. Bon, P0 simplifie bien sûr, les moins vont se simplifier, et simplement, il ne vous reste plus qu'à isoler la valeur de D, on redivise par ρ de l'eau, on divise par G, et on trouve la valeur qui était proposée ici, cette valeur qui est ici. Alors, bon, l'idée forte qu'on comprend bien tout de suite, c'est que la masse volumique de l'air est beaucoup plus faible que celle de l'eau, d'un facteur 1000 à peu près, donc il va être assez difficile d'avoir une variation de distance importante. Alors, on va quand même essayer d'estimer quelque chose rapidement. Alors, faisons une application numérique même un peu grossière. Alors, prenons des valeurs un peu réalistes. Pour D, alors pour ρ de l'eau, pour ρ de l'air, typiquement à connaître, de l'ordre de 1 kg par mètre cube, disons 1 millième de celle de l'eau, bon 1,2 plus précisément. Pour l'eau, on prendra bien sûr 1 kg par litre, ou bien sûr 1000 kg par mètre cube. Ensuite, alors, pour G, on prendra 2 fois 9,81 ici. Alors, maintenant, pour la paille, bon, vous l'avez partagé en deux. Alors, pour elle, vous pouvez prendre 5 cm. Si vous voulez monter à 10 cm, montez à 10 cm. Ce n'est pas très gênant. Bon, voilà, je vais faire avec 5 cm. Si vous préférez faire avec 10 cm, vous faites avec 10 cm. Mais disons, la valeur, ça va être de l'ordre de 10 cm. Après, la valeur exacte, vous prenez un peu ce que vous voulez. Voilà. Et il reste encore une valeur à trouver, c'est celle de oméga carré. Alors, pour oméga, si vous faites tourner la paille, ça reste un système mécanique. Bon, même avec un système un peu qui va l'entraîner, vous pouvez peut-être faire peut-être quelques tours par seconde, mais vous n'allez pas faire des milliers de tours par seconde avec un système mécanique de ce type-là. Bon, partons sur 2 tours par seconde, par exemple. Si je fais 2 tours par seconde, ça ce sera en fait la fréquence, d'accord? Et donc si je veux la pulsation, il faut multiplier par 2pi, parce que c'est oméga que j'ai ici, donc je fais 2pi fois la fréquence, qui serait ici de 2. Bon, voyons voir déjà ce que ça donne ici, d'accord? On va faire comme ceci. Si on fait ça, je vous laisse vérifier l'application numérique, mais on va être autour de 2 fois 10-5 mètres, ce qui fait autour de 20 micromètres. Bien sûr, qui ne doit pas être visible. Alors, on peut se dire, bon, alors ça, c'est pas observable, d'accord? Ça, ce n'est pas observable concrètement avec une paille, d'accord? Donc ça, vous ne pourrez pas l'observer. Il y aura des phénomènes de capillarité qui seront beaucoup plus importants que ces 20 micromètres, d'accord? Ça sera masqué par d'autres phénomènes type capillarité. Alors que faudrait-il? Bon, le seul gain qu'on peut avoir, bon, ici peut-être, vous voyez, je peux prendre une paille dans 10 cm, je vais gagner un facteur 4, bon, je serai quand même qu'à 80 micromètres. Le seul facteur sur lequel je peux vraiment espérer gagner quelque chose, c'est oméga, mais il faudrait quasiment réussir à avoir quelques millimètres. Donc si vous voulez quelques millimètres, il faut quasiment, si vous voulez quelques millimètres, partant de 20 micromètres, il faut gagner au moins un facteur 100, disons, sur ce résultat-là. Et si vous avez gagné un facteur 100, il faut gagner un facteur au moins 10 sur la rotation.
Ça veut dire qu'il faudrait tourner, faire le système 20 tours par seconde, c'est-à-dire plus de 1000 tours par minute. Ça paraît pas trop réaliste, d'accord? Donc, objectivement, le phénomène ne sera sûrement pas vraiment observable, d'accord? Bon, par contre, il a l'avantage, je dirais, de faire réfléchir à un problème, parce que vous avez vu en hydrostatique des situations, beaucoup l'atmosphère isotherme, avec simplement des forces qui étaient les forces de gravité. Voilà. Et donc l'avantage de cette première partie, c'est qu'elle fait réfléchir sur, finalement, au lieu de faire un bilan en statique, faire un bilan en dynamique qui permet en fait de trouver l'évolution du champ de pression dans une situation différente, d'accord, de la situation habituelle, avec une force qui n'est pas la force enfin, disons avec une situation habituelle où c'est pas en fait le poids qui joue, c'est pas le poids qui influence le champ de pression. Voilà. Et voilà. Après, il fallait bien appliquer dans chacun des domaines. Donc l'avantage, c'est que ça couplait différentes lois qui avaient pu être vues aussi cette année. Voilà. Bon, c'est un peu modèle, on va dire, qui n'est pas forcément applicable, pas forcément observable dans la réalité, mais il a le mérite de faire travailler un petit peu de nombreuses relations du cours. Voilà, ce sera tout pour cet exercice.